La question à laquelle on va répondre avec les étudiants, c'est qu'à la fin de mon cours, est-ce que vous savez suivre de bout en bout, par vous-même et en équipe, un projet de loi actuel qui est en cours de discussion sur la sécurisation et la régulation de l'espace numérique? Est-ce que vous savez le suivre, article par article, en réunissant un fond documentaire sur chaque thème d'article et en posant des questions que vous auriez en tant que citoyen français et juriste français aux députés responsables de ce projet qu'on va rencontrer le 6 novembre, chose que je n'aurais jamais faite si j'avais 15 heures pour moi. Mais là, j'ai appelé le député, je lui ai dit voilà, je vous emmène 18 étudiants et ils vont vous poser des questions après avoir travaillé pendant 15 heures sur votre projet de loi de manière experte. Et c'est eux qui travaillent, ils se mettent en binôme, article par article, et ils développent une compétence de se documenter, de commenter les textes. Ils développent cette compétence de se documenter, de collaborer ensemble sur un espace numérique partagé, de présenter en public le thème de chaque article. Et je leur explique comment le présenter en public et on leur donne un peu de coaching pour ça. Et puis, à la fin, de s'adresser à un député avec respect mais esprit critique en lui posant des questions. Et donc, je suis passé du rôle où je suis là avec ce micro à plutôt un rôle où, voilà, les étudiants sont là, et moi je suis sur le côté, comment on travaille, et je les aide à apprendre en faisant. Et c'est complètement différent comme projet. Donc la photo que vous voyez, c'est une photo qui est importante en fait. C'est pas juste une photo décorative. C'est une photo qui est importante parce que ce moment-là, c'est le moment où on est les 18 titulaires enseignants-chercheurs de la faculté de droit de Vannes. C'est une toute petite faculté, 700 étudiants de la licence 1 au master 2. Il n'y a que 2 masters, un master droit public, un master droit privé, comparé à 11 chez nous, ici. Et cette photo, elle est importante parce que c'est la première fois que tous les enseignants-chercheurs titulaires sont réunis dans la même salle pour parler de pédagogie. Et c'est le moment particulier où on s'aperçoit quand en fait, notre coach, parce qu'on avait fait venir un coach, nous avait demandé de cartographier les épreuves, les types d'épreuves qu'on donnait aux étudiants. Et c'est le moment précis, presque à la seconde près, où on s'est rendu compte que plus personne ne faisait de la dissertation. Et tout le monde était persuadé que le collègue d'à côté faisait de la dissertation, mais moi je fais du cas pratique. Et on s'était jamais aperçu de ça. Et à ce moment-là, on a commencé à se rendre compte que cartographier ce qu'on faisait, rien que ça, c'était déjà hyper intéressant pour nous de se rendre compte dans quelle direction on allait collectivement. Et le deuxième moment important, c'était une journée très dure en fait. Moi, je l'appelle cette journée la discussion de vestiaire. On a eu une vraie discussion de vestiaire et je vais vous en dire quelques mots puisque c'est le contexte exact de l'approche par les compétences pour nous. Donc le message, je voulais vous dire, pour moi, le message principal, c'est que l'approche par les compétences m'a apporté, par à titre personnel, je suis là pour aucun lobby, je ne gagne pas un grille-pain à la fin si j'ai fait une belle présentation. Le message pour moi, c'est retour de la créativité que j'avais complètement oublié parce que je reproduisais ce que j'avais vu avant, c'est-à-dire un prof qui parle pendant 3 heures et qui essaie de le faire avec éloquence. Et en fait, c'est pas du tout ce qui me correspond. Et retour de l'expression de soi à un moment où j'étais plus du tout bien à l'université et je pensais que j'allais en partir et c'était très proche de ça. En fait, c'était très proche parce que l'année 2016 a été une année absolument cauchemardesque à Vannes. Et c'est la beauté de la vie, c'est que parfois d'un cauchemar revient la renaissance. Mais en fait, si vous voyez un peu la géographie de la Bretagne, Vannes, c'est entre Nantes, Rennes et Brest. Ce sont quand même 3 universités vraiment importantes. Et nous, en master de droit, on essayait de faire du mini Brest, mini Rennes et mini Vannes, c'est-à-dire exactement pareil, mais dans un cocon. Voilà.
eh ben, personne ne venait s'inscrire chez nous. Parce que les étudiants, ils se disaient, en fait, si j'ai le choix, moi, je préfère avoir une fac prestigieuse qu'une fac comme Vannes où les gens vont croire que j'ai fait du yacht et du surf toute l'année. Donc, pourquoi je vais aller à Vannes? Sauf qu'à un moment donné, on est tombé sous les 10 étudiants par master. Et la présidence a joué son rôle. Elle a dit, ben, vous savez quoi, on ne va pas garder les masters. Et vous allez devenir un collège universitaire. Donc, moi, qui étais arrivé en poste il n'y a pas très longtemps avant, et ben, je me suis dit, super, j'arrive dans une fac, on fait que de la licence, quoi. Et on les envoie ensuite, genre, on est le centre de formation amateur de Carquefou en foot, et on les envoie au PSG parce qu'ils ont été bien formés chez nous. Non. Deuxième chose, on avait un gros problème, c'est que on essayait de faire tenir la fac en faisant beaucoup de surservice pour montrer notre implication. Mais on n'avait pas envie de faire de surservice. On était crevés, on en avait marre. Mais on nous avait prévenu qu'on n'aurait pas de recrutement supplémentaire tant qu'on n'était pas capable de démontrer que des étudiants supplémentaires viendraient chez nous. Donc on tournait en rond. Et nous, on était épuisés, quoi. Troisième point, ça c'était vraiment la totale. On convoque un conseil de perfectionnement. Donc je ne sais pas si tout le monde a le conseil de perfectionnement dans son fonctionnement, mais en gros, nous, c'est des praticiens qui viennent. Moi, j'aime pas dire des professionnels, parce que moi aussi, je suis un professionnel. Mais en gros, c'est des praticiens qui viennent et on discute tous ensemble de comment ça s'est passé en stage avec nos étudiants et comment est-ce qu'on pourrait améliorer nos formations pour qu'elles soient plus en lien avec les attentes du territoire. Et là, les praticiens viennent et ils nous disent « On est désolé, mais on s'est beaucoup parlé entre nous avant de venir. Et on trouve que vos étudiants, ils sont surdiplômés et ils sont sous-expérimentés. Ils n'ont aucun bon sens. Ils ne sont pas opérationnels. On leur demande n'importe quoi. Ils ne savent pas s'exprimer. On a l'impression qu'ils n'ont jamais pris la parole en public. On dirait des lapins devant des phares de voiture. C'est odieux. Et ils sont gentils comme tout. Mais c'est des poussins, quoi. Ils ne savent rien faire. Donc, on se retrouve avec ça. Et puis moi, à titre personnel, il se trouve que j'avais un service particulièrement gros et on m'avait confié les plus gros amphis parce que je ne sais pas pourquoi. Je n'avais rien demandé. On m'a donné les plus gros amphis et je me suis retrouvée pendant des heures et des heures à parler derrière des forêts d'écran, à entendre des bruits de touches. Et moi qui essayais de lire un PDF le mieux lu possible et ça ne marchait pas. Moi je sortais du truc et je me suis dit mais j'ai pas sacrifié ma vie perso pendant des années pour ce concours. J'ai pas sacrifié ma vie pro en refusant des salaires plus gros et tout dans des cabinets là pour ça. Donc j'ai dit bah j'y vais plus en fait. Et heureusement, j'ai un super doyen qui est toujours doyen d'ailleurs, une femme extraordinaire, Anne-Sophie Lamblin-Gourdin. Et elle sentait tout ça. Elle sentait cette souffrance, elle sentait cette impasse. Elle était en discussion tous les jours avec la présidence pour savoir si on allait devenir ce collège universitaire ou pas. Et elle a eu une idée géniale, c'est qu'elle s'est dit, on va présenter un appel à manifestation d'intérêt, donc ça c'est fin 2016, début 2017. Et cet appel à manifestation d'intérêt, ça s'appelle l'approche programme. On ne connaissait pas approche par les compétences, c'était uniquement approche programme. Chose qui ne m'évoque rien du tout, même 6 ans après avoir entendu ce mot. Et donc, elle dit, on va le faire. Et elle le fait. Elle présente le truc, nous on n'en entend pas trop parler, et un jour, on reçoit une lettre du ministère qui nous dit qu'on a reçu un budget de 20 000 €, sachant que le budget de la fac c'est 6 000 €. Donc on dit, on a quand même reçu le triple de notre budget de fonctionnement, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et là, on nous explique que on va pouvoir se payer un coach et des séminaires de formation pour faire de l'approche par programme, mais on ne savait pas ce que c'était. Ce qui s'est passé, c'est que à Sherbrooke, au Canada, ils ont une agrégation du supérieur en pédagogie universitaire. Regardez la culture là-bas. Et ils nous envoyaient une prof agrégée en pédagogie universitaire qui s'appelle Christelle Lison et qui est venue à Vannes pendant plusieurs séminaires de 2 jours. Et on a pu payer une salle de réunion dans un hôtel à Conlo pour changer de lieu, parce qu'on avait aussi besoin de changer de lieu, même si c'était à 1 kilomètre. C'était psychologique. Et on s'est réunis dans cette salle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et là, on a suivi les instructions d'un coach extérieur à la fac. Et c'est hyper important que ce soit quelqu'un d'extérieur, parce que ça remue beaucoup. Ça remue beaucoup, beaucoup.
Ça remue tous les sacrifices qu'on a fait pour être là et maintenant on me dit il faut changer. On avait l'impression le premier jour qu'on avait tous acheté des voitures diesel avec subvention et que maintenant on nous a dit vous polluez et vous devez prendre de l'électrique. Et on dit mais attendez, ça fait 10 ans qu'on roule au diesel parce que vous nous avez dit que c'était bien et vous nous avez payé pour ça. Donc on était en colère pour certains. Et c'est important que quelqu'un d'extérieur vienne nous parler parce que c'est elle qui prend les coups. C'est pas un collègue qui prend les coups et qui doit ensuite marcher dans les couloirs en se cachant. On a eu aussi le SUP, le service universitaire de pédagogie, qui a reçu une dotation pour qu'on ait une ingénieure pédagogique qui est encore là. Je lui ai parlé ce matin pendant plusieurs minutes pour qu'elle m'aide à préparer cette intervention. On est en contact très étroit. Elle est disposée aussi à recevoir une délégation de Paris, Sorbonne Paris Nord, pour nous montrer comment est-ce que sur le plan technique on monte ce dispositif, quel est le montage financier, quel est le montage ressources humaines, quelle est la fréquence des séances, voilà. Et puis, on a créé des référents approche par les compétences dans chacune des composantes, et même à l'intérieur de la fac de droit, il y en avait en droit privé et en droit public. Et donc, ce sont des personnes qui allaient aux réunions avec l'ingénieur de pédagogie et la coach pour préparer la grande réunion plénière sur la presqu'île de Condom. Et enfin, la réponse qu'on a apportée, et ça j'en suis particulièrement heureux, ça a été un des grands moments pivots qui m'a fait revenir dans la carrière, c'est qu'on a arrêté, et c'est cette conversation de vestiaire dont je me souviendrai toute ma vie, peut-être la plus dure et la plus belle conversation entre collègues, mais on se rendait compte que quand on se verbalisait, quand on parlait de nous, on n'arrêtait pas de dire qu'on était une petite fac. Et on a dit, il faut qu'on arrête ça maintenant. On n'est pas une petite fac. Peut-être que c'est pas nous qui sommes trop petits, peut-être que c'est les autres qui sont trop grands. Peut-être que c'est nous qui sommes à taille humaine et que peut-être nous, on peut faire des dispositifs qui seront impossibles dans un amphi de 2000 étudiants. Pourquoi est-ce qu'on se diminue tout le temps comme ça? Et on a changé de conversation sur nous-mêmes et on est entré dans une nouvelle ère, véritablement, dont on avait besoin. Alors la question clé qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce que les étudiants, ou la belle faute d'orthographe, mais j'ai fait ça tout à l'heure, excusez-moi, qu'est-ce que les étudiants savent faire à l'issue de mon cours? Et non pas qu'est-ce qu'ils savent à l'issue de mon cours. Et figurez-vous que quand la coach nous a posé cette question le premier jour, personne ne savait répondre. C'était hyper déroutant. C'était le début d'une phase de colère et je pense que c'est impossible de faire autrement. Il y a une forme de colère parce que nous sommes des personnes qui avons deux caractéristiques en tant qu'universitaires. La première, c'est qu'on aime être libre. Et là, on nous explique qu'il va falloir nous conformer et c'est difficile d'adopter cette idée. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'on aime savoir beaucoup de choses. Et quand on nous pose une question qui nous met dans une zone d'inconfort qui est tellement déroutante, ben on se rend compte que tous les sacrifices qu'on fait par bonne volonté, eh bien, si c'est pour se rendre compte qu'on s'est trompé de chemin, vraiment, ça nous fait pas plaisir. Or, en fait, on ne s'est pas du tout trompé de chemin. On est juste en train d'arriver à une nouvelle étape. Et en plus de ça, on reste libre. Enfin, je dis on. Moi, j'ai gagné en liberté de manière infinie. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui m'arrête dans ma créativité. Ce moment de convivialité à Conlo, ben, je vous le montre ici, ce sont des photos que j'ai prises moi-même, où vous avez en bas à gauche la photo dans la salle de réunion, dans ce moment où on s'aperçoit que plus personne ne fait de dissertation, et on a décidé que c'était OK, et que bah, tant pis pour la dissertation, on va faire d'autres choses. En haut à droite, c'est un exercice que la coach nous a donné, on s'est installé chacun à une table du café en terrasse, et elle nous avait demandé de scénariser nos cours. Et ça, c'était du jargon qu'on n'aimait pas du tout, parce qu'il y a tout un jargon éducatif qui nous irrite un petit peu. Voilà, quand on nous dit faut scénariser vos cours et il faut du savoir agir. Moi, j'ai envie de dire, parlez français, quand je vous en supplie. Moi, c'est bleu, blanc, rouge, mon drapeau. Si vous pouvez avoir la langue qui va avec, ce serait bien. En fait, il faut aussi accepter qu'il y a un jargon technique pour les sciences de l'éducation. Et quand on a la chance d'avoir une bonne coach, ça passe tout seul. Et puis dans les autres endroits, en haut à gauche, la photo, et en bas à droite, c'est aussi important, c'est pas juste pour la déco, mais c'était vraiment bien que le soir, on puisse aller marcher au bord de la presqu'île et juste digérer un peu. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller à une formation et d'apprendre des trucs,
Il s'agit peut-être parfois d'avoir un bilan qui peut nous déranger au premier abord, avant qu'on arrive à surmonter ensemble le fait que, heureusement qu'on est en train de faire ça. Finalement, c'est une bonne chose. Les premières évolutions concrètes ont été que, pour régler aussi le problème du surmenage des profs, enfin des enseignants-chercheurs titulaires, on a transformé certaines heures qui étaient des heures de contenu en des heures de projet tutoré. Parce que par exemple, nous, comme on était vraiment dans une culture de dévotion, quand il fallait organiser la cérémonie de remise des diplômes, c'était un de nous qui le faisait. Voilà. Comme si on n'avait pas assez de trucs à faire, double service, bilan HCERS, tout ce que vous imaginez, tout ce que vous faites, plus cérémonie de remise des diplômes. Et là, la coach nous dit, mais pourquoi vous ne le faites pas faire par vos étudiants? Pour eux, c'est génial de faire ça. Alors nous, on leur a dit, mais c'est pas du droit, madame. C'est pas du droit. Et ils ont dit, ah, c'est pas du droit. Vous pensez que quand on monte un cabinet d'avocats, on fait que du raisonnement juridique? Non. On appelle des partenaires. On crée une structure. On se bouge pour essayer de mettre en place un projet. On fait un rétro-planning. On a des compétences organisationnelles. Vous croyez que c'est pas ça, un cabinet d'avocats? Voilà, on était tous un peu gênés parce qu'on est fonctionnaires de la République. Qu'est-ce que je vous dis? Moi, je fais pas de rétro-planning pour ma journée. On a compris qu'en fait, si on voulait les former, il fallait arrêter de croire que les études de droit, c'est que du contenu de droit. C'est aussi apprendre à gérer un projet, appeler des partenaires, lever des fonds, appeler le costumier, voilà, être débrouillard. On leur a aussi fait faire un blog qui s'appelle Juris ActuBS. Il est complètement libre. Si vous voulez aller le voir, c'est vraiment une expérience intéressante. Et là, on s'est dit que tout le monde n'est pas fait pour organiser une cérémonie de remise de diplôme. Il y en a aussi qui ont peut-être envie de développer des compétences rédactionnelles plus créatives que celles qui consistent à faire un commentaire d'arrêt en 2 parties de sous-parties avec une transition qui se termine par une parenthèse en A et une parenthèse en B. Et là, on leur a dit, regardez, on veut montrer que l'université est au service du territoire, parce que sinon, ils vont nous la supprimer. Si on n'est pas capable de montrer au Morbihan qu'on a une université qui sert le territoire, ils vont nous dire ils ont qu'à prendre le TER comme des grands et aller à Brest, à Rennes ou à Nantes. Donc, on a fait ce blog et on a demandé à nos étudiants d'aller rencontrer des entreprises et d'aller leur demander quels étaient leurs problèmes juridiques et de rédiger un article dessus. Ça a été très hésitant au début, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'ils ne savaient pas très bien écrire. Et petit à petit, il y a un savoir-faire qui s'est constitué sur la gestion de ce projet. Maintenant, c'est devenu un projet phare. Il y a toujours plus de candidatures que de places pour ce projet. Vraiment une réussite. Troisièmement, pour ceux qui se demanderaient, mais oui, mais bon, c'est bien beau l'approche par les compétences, mais moi, je suis historien. N'allez quand même pas m'expliquer qu'on va faire des compétences d'historien autres que celles qu'on a déjà à la fac et qui sont très bien. Et bien là, on a un collègue historien qui a dit, moi, je vais contacter les archives municipales de Vannes et je voudrais enseigner à mes étudiants comment on fait des recherches dans des archives municipales à Vannes. Et en 6 ans, il y a un étudiant qui a décidé de devenir historien parce que c'est ce projet-là, cette expérience d'apprentissage qui a fait qu'il s'est dit « mais j'adore ça en fait, être dans des archives. Que mon téléphone ne capte pas et que ma mère arrête de m'appeler 7 fois par jour. J'adore ça !» Deuxième élément qu'on a apporté, c'est la mise en situation contractuelle. Alors là, je réponds à la question que vous avez posée, monsieur. C'est que on a décidé de montrer au territoire, parce qu'on rend beaucoup de comptes à la région Bretagne, nous, à l'époque où j'étais là-bas, disons, on rend beaucoup de comptes à la région Bretagne, et à un moment donné, la région Bretagne nous a dit, écoutez, si vous ne nous montrez pas que votre enseignement il est ancré dans la pratique et que c'est pas un truc hors sol, eh ben on ira au TER. Ça veut dire les étudiants prendront le TER et ils iront dans les autres facs. Donc on a fixé une règle qui fait que 50% des intervenants en master sont des praticiens. Ça ne veut pas dire 50% des heures enseignées. Dire 50% des intervenants. On était un peu rusé là-dessus parce que quand même on voulait pas... Enfin, voilà. Il y a quand même un rapport de force à un moment donné. Et on a dit, on va faire venir des enseignants et on va donc enlever des heures de cours qui sont sur la surcharge des enseignants chercheurs titulaires. Et on a pris 3 journées dans lesquelles
des gens de Naval Group. Naval Group, vous savez, c'est à Lorient. Donc, Lorient, c'est le Morbihan. Et donc, ils sont très intéressés par les juristes chez nous. Et on a contacté les juristes de Naval Group. Et ils sont venus. Ils font ça chaque année maintenant, pendant 3 journées complètes. Ils ont donné des liasses de documents contractuels à nos étudiants, avec des problèmes qu'ils ont eus. Ils les ont anonymisés. Nos étudiants se sont mis par groupe dans une salle de pédagogie collaborative, qui a un équipement très intéressant, mais je vous le montrerai un autre jour si ça vous intéresse. Et là, nos étudiants se sont mis par groupe de 3, avec des tableaux, des codes, des machins, et ils ont essayé de résoudre le problème que les juristes ont eu. Et les juristes de Naval Group sont venus, groupe par groupe, leur dire, bah voilà, là, si tu veux résoudre ce problème-là, il faut que tu réfléchisses autrement. Et le savoir-faire a été transmis par ces praticiens-là. Dans les évolutions concrètes, on a été super heureux. Heureusement, il y a eu des gratifications. C'est que cette faculté, qui était sur le point de disparaître, est devenue très vite la faculté de droit et de sciences économiques et de gestion, première en termes d'insertion professionnelle dans les 6 mois du diplôme. C'est-à-dire que dans les 6 mois du diplôme, 97% avaient un CDI. Et le dernier avait changé de voie. Au passage, je ne sais pas comment ils sont arrivés à 97%, parce que si on fait les calculs pour 18 étudiants, ça veut dire que tous les étudiants ont eu, sauf le bras droit d'un gars. Donc je ne sais pas comment ils ont fait leurs calculs, mais bon, bref, on était premiers et c'était super. Je pourrais vous montrer un exemple de référentiel de compétences pour les masters de droit pour que vous voyez ce que ça donne. Mais c'est un document PDF qui est assez long, mais ce que je voudrais que vous voyez, c'est que... et là, vous ne pouvez pas le voir sur cette diapositive, donc c'est juste une diapositive d'évocation. Et je vous enverrai le reste tant quand vous voulez. Mais en gros, la réflexion continue encore. On n'est pas du tout arrivé à un moment où on s'est arrêté en disant voilà notre chef-d'œuvre et maintenant il n'y a plus qu'à. Ça continue et ça continue au fur et à mesure que des enseignants partent et des enseignants viennent, puisque eux veulent aussi développer leur créativité et l'expression d'eux-mêmes. Donc ça bouge. Mais ce qu'on commence à voir, c'est que maintenant on a des grandes compétences qu'on veut montrer. Ça peut être sur le travail en équipe, la gestion des outils numériques, et ça, ce sont des compétences qui ne sont pas disciplinaires. Ça veut dire qu'elles marchent en fac de droit, elles marchent en fac de sciences. C'est-à-dire quand je vous dis gestion du travail en équipe, ou, je sais pas, communiquer à plusieurs pour se répartir les compétences ou les attributions de chacun dans un projet, je sais pas, ça c'est toutes les disciplines confondues. Puis ensuite, vous avez des séries de compétences qui sont disciplinaires. Pour le droit, par exemple, ça va être analyser l'information, restituer l'information, créer de l'information juridique, adaptée à certaines situations. Donc on est plus sur de la gestion de l'information juridique, mais là c'est spécifique au droit, par exemple. Il faut aussi savoir que comme c'est une politique publique, dans n'importe quelle politique publique, il y a des réglages à faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pas la preuve que c'est une mauvaise politique publique parce qu'il y a des réglages à faire. C'est une politique publique, donc il y a des réglages à faire, c'est tout. Alors, par exemple, les questions qui se sont posées au début, c'est est-ce qu'on est encore une université ou est-ce qu'on est devenu un centre de formation? Est-ce qu'on est devenu un centre de formation qui a la capacité d'être moins cher que les autres, moins équipé que les autres, plus contraint que les autres? Voilà, est-ce que c'est ça qu'on est devenu? Et on s'est vraiment posé cette question. Donc il y a des questions dures et confrontantes. Une réponse à cette question, c'est que je ne pense pas que, en tout cas, Vannes, il soit devenu un centre de compétences, de formation. Qu'est-ce qui fait la différence entre une université et un centre de formation? C'est qu'à l'université, toutes les connaissances sont valides parce que ce sont des connaissances. Mais ça, c'est la chance d'avoir une université, c'est que la recherche fait ça. Donc on n'est pas là pour créer une armée de soldats parfaitement formatés pour le monde économique que par ailleurs peut-être on rejette, si on rejette le système économique actuel dans son capitalisme libéral, hyper violent et tout. On n'est pas là pour juste façonner ces personnes pour qu'elles soient immédiatement opérationnelles et faire plaisir à un système que par ailleurs on peut peut-être rejeter. Non. On s'intéresse à toutes les
connaissances, quelles qu'elles soient, parce que ce sont des connaissances. On le fait dans le cadre de la recherche, qui d'ailleurs retentit sur nos enseignements. Donc je pense que l'équilibre est toujours préservé. La deuxième chose, c'est, mais est-ce qu'on est encore des professeurs ou est-ce qu'on est des instructeurs? On a fait toutes ces formations pour être prof et maintenant on est un coach? Ce sont des vraies questions. Là-dessus, je n'ai pas de réponse, j'ai juste mon expérience. Moi, je préfère personnellement être sur le côté. Au bout de 10 minutes, j'ai tendance à m'auto-saouler. Ça m'arrive déjà depuis 30 minutes. Mais d'autres personnes sont excellentes pour parler pendant des heures et elles le font très bien et on n'a pas l'impression que le temps passe. J'ai rien à dire là-dessus. Autre question, est-ce que les connaissances sont désormais tuées par les compétences? Voilà, on était dans un monde de contenu et maintenant on nous dit la compétence abat les connaissances. Alors ça, c'est un réglage que chacun doit faire. Et ça, c'est le job de notre management. Ça peut être le décanat, ça peut être la présidence, la vice-présidence, quoi. De toujours nous rappeler à quel point nous sommes libres. Oui, il y a une politique publique, mais on a une liberté et une créativité dans cette politique publique. Et si on estime que de temps en temps, acquérir une compétence, c'est savoir absorber des connaissances, ben ok, pas de problème. Personne ne va venir nous mettre en prison. Mais je pense qu'on a chacun la clé de tout ça, et c'est ce qui m'a redonné beaucoup d'énergie. Et je termine par l'obstacle du moment. Moi, par exemple, c'est dommage parce que Olivier Houdard est parti répondre au téléphone, mais je n'ai pas de message subliminal à lui passer, je lui parle très souvent avec beaucoup de franchise, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que moi, par exemple, j'ai identifié un gros obstacle, c'est que le format 192 heures équivalent TD pour tous, pour toutes les matières, etc., c'est un format qui est conçu sur le contenu. Ça veut dire que vous allez ouvrir votre robinet à contenu pendant 192 heures équivalent TD et l'eau de la science va couler pendant 192 heures et ensuite on aura rempli l'amphi et tout le monde pourra nager dans ce contenu magnifique. Mais en fait, si on fait vraiment bien l'approche par les compétences, ben moi j'aurais envie de faire, au lieu de faire 6 matières, ben moi je préférerais en faire 3. Mais faire des projets qui sont incroyables, qui soient des expériences d'apprentissage qui sont marquantes pour la vie, pour mes étudiants. De leur faire rencontrer des gens extraordinaires, et ben ça me prend beaucoup de temps à organiser. Et je préfère aussi que ça aille vers la recherche, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il n'y a que la recherche qui alimente l'enseignement. Moi, ça ne me satisfait pas. Je veux que mon enseignement alimente ma recherche. Et si je ne fais que lire des PDF, ben, je suis désolé, ça n'alimente pas ma recherche. Ça m'emmerde. Donc, maintenant, j'aimerais bien qu'on revoie les 192 heures équivalent TD, que peut-être qu'on fasse comme en fac de médecine, où c'est un peu à la tête du prof d'université qui dit moi je fais 30 heures cette année. Ok, tu fais 30 heures. Moi je fais 40 heures. Ok, tu fais 40 heures. Mais c'est quoi tes projets? Par contre, tu nous rendais compte sur tes projets. Tu nous rendais compte sur le référentiel. Et je pense que là, il faudra discuter. J'avais évidemment des exemples à vous montrer sur les compétences d'acquisition et tout, mais je vois que le temps a passé très vite. Tout ça est à votre disposition. Je voudrais donc vous remercier de m'avoir écouté et vous permettre peut-être de réagir à ce que j'ai indiqué, que ce soit ici à Villetaneuse ou sur site, sur d'autres sites. Merci beaucoup. Ma collègue me demande si le classement de l'insertion professionnelle pour la faculté de droit de Vannes, c'est pas l'Université Bretagne Sud, même si par ailleurs elle a été aussi classée première sur toutes ses composantes. C'est anecdotique. Enfin, voilà. La faculté de droit, c'est au plan national. Et ça fait plusieurs années qu'on est sur les 4 premières places, avec Université de Lorraine, Université d'Angers et Université Paris 2, Panthéon, Paris Assas maintenant elle s'appelle. Comment? Panthéon Assas. Bon, après, les classements, on en parle quand ils vont bien et on arrête d'en parler quand ils vont mal, mais voilà. Oui. Alors Frédéric me pose la question. Non, mais Frédéric est notre nouvelle collègue qui vient d'arriver la semaine dernière au service universitaire de pédagogie et qui était auparavant à Paris-Saint-Denis. Paris 8, c'est ça. Dans un ensemble de projets qui impliquaient des compétences liées aux compétences transversales. Bienvenue. Alors la question que Frédéric me posait était liée à un système, concrètement, comment est-ce qu'on a incité
les gens à le faire. Mais en fait, chez nous, au début, souviens-toi, il n'y a pas eu d'incitation. Nous, c'était, comment dire, oui, c'était une question de survie, nous. En fait, il y avait la question du surmenage qui était importante, très, très importante. La question de la stratégie de l'université dans un bassin qui est devenu très universitaire maintenant. Et puis maintenant, je dirais, comment dire, je peux que donner une réponse personnelle, parce que j'ai pas de réponse de politique publique à te donner. En gros, je peux pas te dire qu'on a eu des primes parce qu'on avait mis ça en place. Ce qu'on a eu, c'est un budget qui fait qu'on est allé plusieurs fois, plusieurs jours à Conlo, et franchement, c'était super sympa. Et on a eu une super coach qui est venue du Canada pour nous, et c'était payé par le budget de l'université. Donc, disons que l'université a montré sa volonté profonde par les actes de nous donner du temps qui était sacralisé pour ça. Voilà. Et par la suite, en fait, comme le projet, l'approche par les compétences est vraiment bien, c'est-à-dire ça a donné ses bienfaits assez vite. Très franchement, mon collègue qui s'occupait de la cérémonie de remise des diplômes, quand il s'agit juste de gérer les étudiants qui s'en occupaient, et que pour ça, c'est rentré dans la maquette. Ça veut dire que l'étudiant, lui, quand on lui dit « Qu'est-ce que tu as fait à Vannes ?» Il dit pas juste « J'ai fait du droit des contrats et du droit pénal ». Mais il dit « J'ai appris à rédiger une clause contractuelle dans un contrat de transport. J'ai suivi une comparution immédiate en procédure pénale avec un avocat. Et j'ai organisé une cérémonie de remise des diplômes dans le cadre d'un travail en équipe. » Eh bien, c'est quand même pas la même verbalisation que quand il dit « j'ai fait du droit civil et du droit pénal ». Vous voyez? Et pour nous, ça nous donne du sens aussi. Pardon. D'abord, Anna Lawati qui demande si on peut avoir un exemple d'une compétence transversale. Je pense que cette question s'adresse à Michel, mais peut s'adresser à Frédéric ou d'autres personnes qui ont l'expérience des compétences transversales. Donc, moi, ce que je comprends par transversal, ça veut dire qu'il n'est pas disciplinaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié au droit ou qui n'est pas réservé au droit ou à la biochimie ou à d'autres. Alors, bon, une compétence transversale, c'est par exemple l'usage d'outils numériques pour effectuer des recherches. Et là, l'usage d'outils numériques pour effectuer des recherches, ça suppose derrière un certain nombre de sous-compétences, en fait. Ça peut être l'esprit critique d'apprécier des sources, le fait de relater ses sources quand on a utilisé un outil numérique, ça peut être l'utilisation d'outils qui sont à l'état de l'art. Je sais pas, il y a plein de choses comme ça. Des outils transversaux, c'est aussi la communication ou plutôt la restitution de travaux. Vous avez travaillé sur un projet, comment vous le restituez? Est-ce que vous savez le restituer de manière adaptée au public auquel vous parlez? Donc, par exemple, moi, dans mes séminaires, sur la même promotion, je vais avoir un séminaire envers des non-juristes. Donc, ils vont devoir restituer envers des non-juristes. Donc, ils ne peuvent pas se cacher derrière le langage juridique. Il faut qu'ils soient pédagogues. Et un séminaire où ils vont devoir restituer envers des juristes. Et là, ils doivent montrer qu'ils maîtrisent la terminologie. Et ça, c'est des compétences transversales. Ça veut dire s'adapter au public auquel on parle pour restituer ses travaux. Et après, on les décline composante par composante. Je ne sais pas si ça répond à votre question. OK. Est-ce que, Frédéric, tu as un exemple aussi? Compétences transversales? Oui, je vais relayer ce que dit Frédéric. Donc, des compétences d'interaction, des compétences de communication, de collaboration. En fait, ce qu'on dit, c'est que les compétences transversales sont des domaines, c'est ça que tu dis? Oui, c'est-à-dire elles sont transversales et puis après, on va les décliner discipline par discipline. Mais elles sont communes à toutes les disciplines. Voilà, méthodologie universitaire, par exemple. Méthodologie universitaire, oui, ou méthodologie de la recherche universitaire, par exemple. Il y avait une autre personne, une collègue, Haïfa Zarg Ayuna. Est-ce que vous voulez prendre la parole? J'avais une petite question parce que moi justement je suis à l'UT de Villetaneuse et donc l'approche par compétences, on est en plein dedans avec les BUT, c'est un autre retour d'expérience qu'on pourrait avoir.
si je fais référence à la présentation de Marianne, là, le dernier transparent, en gros, nous, on a tout eu de ce qu'elle disait, les points d'attention qu'il ne faut pas faire. Hein, donc, à marche forcée, au même budget, avec un créneau qui tourne. Mais je reste quand même convaincue que l'approche par compétence est extrêmement intéressante quand on arrive à la mettre en place dans de bonnes conditions. Là, on en est maintenant, nous, c'est vraiment ce qui nous prend la tête, c'est les questions d'évaluation. Et c'est vraiment, quand on bascule, autant on arrivait avec les matières, mais même les projets tutorés, là avec les SAE, les compétences, et donc c'est une question de curiosité par rapport au projet que tu disais avoir monté, justement le fait d'être allé voir un élu, etc. pour les 30 étudiants, comment tu as mis en place une évaluation individuelle, voilà. Merci Aïfa. Donc, Madame Poumet a beaucoup parlé des SAE, donc situation d'apprentissage et d'évaluation. Et c'est très bien parce qu'effectivement, c'est ce qu'ils ont fait en IUT, mais c'est une approche projet qui n'est pas la seule manière de faire de l'approche par les compétences. On ne peut pas tous faire de l'approche par les projets. L'approche par les compétences ne se réduit pas à une approche par les projets. Mais les SAE, donc imaginons effectivement un projet auquel participent des étudiants, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle continu. La plupart du temps, je parle sous votre contrôle, Madame Poumet, mais il me semble qu'il n'y a pas de contrôle continu. C'est une évaluation par la restitution du projet, en fait. Et c'est le summum de l'approche par les compétences. Et on peut faire une très bonne approche par les compétences, parfaitement adaptée à nos composantes, sans faire du SAE, parce que ça pose des questions d'évaluation qui sont très fortes. Et je pense toujours à l'histoire du droit. L'histoire du droit, ben non, mais ça c'est pas la même chose que l'IUT, où là, l'ADN de l'IUT, il est entièrement professionnalisant. Je veux dire, les choses sont différentes. Donc chez nous, à la fac de droit, on n'a pas réduit tout à une question de projet. On continue d'avoir une matière de droit civil, droit pénal, droit du travail, droit administratif. On ne fait pas que des projets, quoi. On fait des cours de droit aussi. Mais ce qui change, c'est que on rend un syllabus, et c'est dur de faire un bon syllabus, dans lequel on s'engage moralement et académiquement à transférer pas seulement du savoir, mais aussi du savoir-faire et à évaluer ce savoir-faire. Et très souvent, ce qu'on va utiliser, c'est des grilles qu'on écrit à l'avance, dans lesquelles on explique déjà comment l'étudiant va être évalué. Par exemple, on va lui dire analyse du problème de droit. Alors, on va avoir 5 colonnes, pas satisfaisant, satisfaisant. En fait, ma gradation, elle est pas bonne, mais disons, on va dire de pas satisfaisant à excellent, disons. Et on va détailler ce que veut dire pas satisfaisant, satisfaisant, très bien, excellent. On va le détailler avec une prose. Et on va prendre plusieurs points de contrôle comme ça, et on donne la grille à l'étudiant, au début de l'année ou au milieu de l'année. Et là, l'étudiant, c'est plus la loterie. Vous savez, moi, à la fac de droit, par exemple, quand j'étais étudiant, on faisait des cas pratiques pendant tout le semestre, et le prof, il nous donnait une disserte à l'examen. Et on lui disait, mais c'est quoi ça? Et il nous dit, mais vous êtes en 2e année, vous devez savoir faire une disserte. Voilà la réponse du type. Mais franchement, ça a donné envie de l'assassiner. Nous, on avait bossé sur un exercice et on nous évaluait sur un autre exercice, soi-disant qu'on aurait déjà dû être formé à ça avant. Par qui? L'opération du Saint-Esprit? En tout cas, pas en lycée. Donc, là, on s'engage avec une grille et on donne des gradations, on explique la granularité de notre enseignement et ensuite, on entoure les trucs dans les grilles et on donne un retour à l'étudiant, mais au moins, depuis le début, il s'est préparé mentalement à exactement ce à quoi il va être évalué. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Aïfa, peut-être été un peu long, mais... Oui, c'est l'expérience où tu faisais le retour, justement, vous êtes parti voir un élu avec un groupe de 30 étudiants. Donc, si j'entends bien ce qui est raconté, c'est qu'il n'y a pas eu d'évaluation derrière. C'était un projet où... ma question, c'est sur l'évaluation individuelle de chacun de ces 30 étudiants. Là, par exemple, sur la mise en situation contractuelle que je vous ai montré tout à l'heure avec Naval Group, pourquoi est-ce que j'ai un écho, je ne sais pas. Sur la mise en situation contractuelle, on a donné une grille à chacun des étudiants et on leur a dit
à l'issue des 3 jours, le jour, parce qu'ils sont évalués qu'un jour sur 3, et les autres jours, ils jouent un rôle. Le banquier foireux qui se trompe tout le temps, le comptable véreux, machin, pendant que les juristes, eux, se frottent à eux. Okay. Et à ce moment-là, on leur dit, voilà, nous, ce qu'on attendait de toi, c'est ça, ça et ça. Est-ce que tu as répondu à ces attendus? Et ces attendus sont des attendus qui représentent des savoir-faire. Ça veut dire, quand on t'a mis en équipe avec 4 personnes, est-ce que tu as participé au moment où chacun dit quel rôle il va jouer? Il y en a un qui va être un peu leader, les autres qui va être exécutant, le troisième qui va faire les recherches juridiques. Est-ce que tu as participé à ça ou est-ce que tu as mis tes écouteurs? On en a vu qui faisaient ça, qui mettent leurs écouteurs et qui disent « Moi, je fais mon truc et je le rends à la fin de l'heure. Vous voulez pas rentrer dans l'équipe ?» On a pris la grille, on a dit « Travail en équipe, pas satisfaisant. » Voilà. Donc, il y a eu une évaluation individuelle pour chacun, alors que c'était du mode projet collectif et même de travail en groupe. Mais j'ai l'impression que je ne réponds toujours pas à ta question. Simplement, il n'y a pas de problème d'évaluation. Il y a des nouvelles formes d'évaluation qui se posent et ce n'est pas forcément les mêmes fréquences d'évaluation non plus. On ne peut pas les évaluer toutes les semaines quand on fait du mode projet. Ouais. En fait, pour compléter, je dirais qu'il y a à la fois une nécessité d'explicitation, c'est-à-dire quand les étudiants arrivent, quels sont les objectifs qui sont fixés, c'est-à-dire qu'ils sachent dans quelle direction ils vont et que ça puisse être, qu'ils puissent se l'approprier, première chose. Et deuxième chose, c'est-à-dire dire à l'issue de ma première année, je saurais faire ci, ça, ça, ça. Déjà, c'est motivant. Deuxième chose, la question de l'évaluation, on parle d'évaluation formative et d'évaluation sommative. Donc, évaluation formative, c'est faire un point en cours de semestre pour dire, OK, où est-ce qu'on en est là alors soit en mode projet, soit en mode acquisition partielle de la compétence et des connaissances. Évaluation notée ou pas, qui compte ou pas, mais sur laquelle les étudiants vont pouvoir se dire « Ah, il me reste encore ça à acquérir ». Et en fin de semestre, évaluation sommative pour faire le point. Alors, c'est vrai que souvent, ça passe par l'examen final sur table, mais il y a plein de façons. Ça peut être réalisation d'un projet ou soutenance, parce que tout à l'heure, Madame Poumet disait ce qui est important, c'est aussi de prendre conscience et savoir démontrer qu'on a acquis la compétence. Et donc, la soutenance aussi, elle est notée avec des grilles critériées qui permettent de transformer cette validation des acquis en note. Si on garde la note, le truc c'est que, bon, on est dans des institutions où la note elle est encore extrêmement importante et puis de toute façon c'est comme ça qu'on valide les diplômes. Mais au fond, ce qui importe, je reprends ce qu'on disait informellement avant notre séminaire tout à l'heure, c'est qu'en fait, au lieu d'être tourné uniquement vers les contenus ou vers la posture du professeur, eh bien, on serait tourné davantage vers les apprenants et les apprentissages. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qui est attendu en fin de cursus chez un étudiant? Qu'est-ce qu'il doit avoir, avec quel bagage il doit être ressorti de l'université? Et en changeant cette optique, cet état d'esprit, alors on peut effectivement aller de l'explicitation des objectifs à la grille d'évaluation critériée, puis vers progressivement une organisation de plus en plus différente, complexe, qui aboutit éventuellement à des maquettes sous forme de blocs de compétences, mais comme on l'a vu avec Madame Poumet tout à l'heure, ça ne se fait pas en 5 minutes. Et comme l'a dit Michel tout à l'heure également, pour ça il faut du temps. D'ailleurs, il faut du temps de concertation, donc il faut des heures, il faut des moyens. Est-ce que les moyens, c'est des moyens en plus? Réponse à appel à projet. Est-ce que c'est des moyens qu'on prend sur les heures de cours qu'on fait? Ça ne doit pas être du bénévolat, en tout cas. Enfin bref, là je m'éloigne, mais en tout cas, vous voyez, il y a différents niveaux d'accès à l'approche par compétences. Et puis ça, en fait, tout ce qu'on est en train de faire, et moi je suis vraiment surpris agréablement, je suis même admiratif de à quel point vous êtes nombreux à être venus, parce que ce que ça montre, c'est que ça crée une nouvelle conversation collective sur la pédagogie dans laquelle on aborde des sujets qu'on n'abordait pas forcément avant. Et là, on est de nouveau légitime à parler d'un certain nombre de choses. En fait,
à se dire que notre temps, c'est pas juste de la dévotion parce qu'on est des universitaires et qu'on aime notre métier. Maintenant, il va falloir être un peu rationnel et dire, vous voulez qu'on fasse cette approche, il nous faut regarder combien de temps ça prend, quels sont les efforts que ça prend, et commencer à essayer de regarder aussi plus profondément les choses. Mais au moins, ça crée une nouvelle conversation collective pour s'en parler. Madame Poumet, vous disiez que il est important que l'évaluation porte sur les compétences du référentiel. Ça, c'est pour répondre à Haïfa. Et en effet, c'est ce que je souhaitais dire. J'ai oublié ce terme qui est l'alignement pédagogique. Ça veut dire qu'entre ce à quoi on vous forme et ce qu'on évalue, ça doit être aligné. Voilà. On ne peut pas vous faire un cours en lisant un PDF et souhaiter de vous qu'en écoutant le PDF, vous sachiez faire une dissertation. Non, c'est pas possible en fait. Ça fonctionne pas. Il n'y a pas d'alignement pédagogique. Et Madame Poumet, d'ailleurs, je serais assez contente de savoir si vous avez, s'il vous reste de la voix, pardon, mais des réactions ou des observations par rapport à ça, parce que ça m'intéresserait de voir comment vous avez reçu peut-être ce retour d'expérience. Moi, j'ai adoré votre témoignage. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que c'est la vraie histoire de comment ça peut se mettre en place avec un groupe d'enseignants qui, au départ, ne savent pas trop où ils vont et puis se laissent un peu guider et puis ils trouvent quelque part chacun leur grain à moudre. Et quand j'entends dire que je me sens libérée, je peux enfin recréer quelque chose, je reprends la main sur ma matière, je vais pouvoir faire des projets enthousiasmants, 3 projets enthousiasmants au lieu de 6 cours assommants. Moi, c'est vraiment aussi comme ça que je vois les choses, c'est se dire, si le prof est enthousiasmé, fatalement, les étudiants vont être passionnés, ils vont se jeter dans ces projets. Moi, je serai dans ces projets-là, je serais hyper contente qu'on me serve ça au menu, quoi. Et au moins, ça fait sens, et c'est complexe. Donc, je pense que tout le monde s'y retrouve, et je pense que votre équipe a vraiment pris le taureau par les cornes et par le bon bout. Maintenant, il y a des choses que nous, on ne fait pas tout à fait de la même façon. Par exemple, on ne prévoit pas de compétences transversales. On indique ces éléments transversaux au cœur de métier, comme des composantes essentielles des compétences. Mais je dirais que c'est des détails, parce que l'important, c'est d'avoir compris les principes et d'aller dans cette bonne direction avec de l'activité de la part des étudiants dès le début, quoi. J'ai adoré aussi quand vous disiez, ce jargon pédagogique au départ, c'était très rebutant, mais au fond, ça a quand même eu un sens. Et au fond, quand on voit bien, il y a quoi? Il y a peut-être une dizaine de termes. Alors que combien de termes nouveaux y a-t-il quand un étudiant commence à faire du droit? Moi, quand je vois une lettre de notaire ou un courrier d'avocat, je dois prendre mon dictionnaire bien plus que 10 fois, je peux vous dire. Donc, je pense qu'effectivement, il faut une certaine bonne volonté pour y entrer, mais au-delà des 10 termes de vocabulaire, et ça n'a rien à voir avec ce qu'il faut apprendre quand on entre dans une nouvelle discipline. Mais chapeau, en tout cas, félicitations pour ce que vous faites, c'est vraiment magnifique, super. Merci. Et alors, par rapport aux compétences transversales, vous n'avez peut-être pas ça en Belgique, mais nous, en France, moi je viens d'apprendre ce matin en discutant avec l'Université de Bretagne Sud, juste au moment où on se dit, allez, c'est bon, l'approche par les compétences, on a retrouvé notre liberté, c'est formidable. Là, on apprend que, ah non, mais attendez, dans chaque université, il va falloir faire l'approche par les compétences, mais en respectant les intitulés des fiches RNCP. Et là, on dit, mais attendez, vous nous donnez de la liberté, vous nous la redonnez. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a toujours ces petits réglages, en fait. Mais ça existait avant l'approche par les compétences, hein, le va-et-vient de déception et d'euphorie avec les pouvoirs publics. Ça existait avant, mais ça continue avec l'approche par les compétences. Cependant, regardez le correctif. À l'UBS, ils m'ont dit, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'intitulé RNCP et après, on dit aux équipes, vous mettez dedans ce que vous voulez. Voilà, c'est un rapport de force. Si on veut garder notre créativité, notre liberté, on doit ruser un petit peu de temps en temps. Mais donc voilà, il y aura toujours ça ne va pas disparaître. Oui, alors justement, en l'absence d'Olivier Oudard qui est parti faire cours, preuve qu'il est sensible sans qu'on le sache à la question des 192 heures. Mais en fait, c'est une question qui s'est posée quand on a préparé ce séminaire, c'est-à-dire il ne faut pas
qu'il y ait le sentiment dans les équipes pédagogiques que c'est une injonction ministérielle, ni une injonction de la présidence qu'on appliquerait en traînant des pieds, tout en remplissant de façon cosmétique, comme c'était dit tout à l'heure, les fiches d'accréditation et que ce soit de la paperasse. En même temps, il y avait l'intention de donner une impulsion qui soit une orientation décidée par la présidence. C'est pour ça que ça a bien été mentionné que c'était organisé par la direction d'information et la présidence. Il y a une impulsion, mais je cite Olivier Houdard, enfin, pas exactement dans ces termes, mais ce matin il disait lui-même que c'est pas, il ne veut pas du tout qu'il y ait une dépendance vis-à-vis des fameuses injonctions ministérielles. Donc ça rejoint ce qui a été dit à l'Université de Bretagne Sud. Donc là, comme je reprends tes termes, cette discussion collective, c'est ce vraiment à quoi on tenait en ouvrant, en discutant avec les organisateurs. Parmi les organisateurs, il y avait Olivier Houdard, Julie Didier de la qualité, et deux chargés de mission premier cycle, de Olivia Guillon, Delphine David, qui malheureusement ne pouvait pas être là cet après-midi, et moi, donc chargée de mission en pédagogie, et Christine Dogal, qui a aussi beaucoup œuvré à la mise en œuvre de ces journées, vous voyez, en comodal sur 3 campus, directrice de la formation, et je dois aussi remercier vivement nos camarades et collègues de l'Open Lab, service d'appui à la pédagogie numérique, qui ont mis en place ce dispositif vraiment petits oignons un peu en last minute. Bref, tout ça pour dire que déjà collégialement, il y avait vraiment, on était sensible au risque que ce soit pris comme une injonction. Et j'ajoute, mais ça n'empêche pas qu'on puisse continuer encore jusqu'à 5 heures d'en discuter, mais comme on a fait les choses un peu dans le désordre, de présenter d'emblée tout le contexte, j'ajoute que le réseau des référents pédagogiques a commencé à s'emparer de la problématique pour organiser une demi-journée d'atelier, censée se transformer idéalement en groupe de travail, autour de toutes ces questions liées à la compétence. Alors notamment, comment créer une progression, comment travailler en groupe, comment évaluer, comment faire de l'alignement pédagogique, comment faire ça de façon transversale et ou par discipline. Alors moi je dis ça, il y a des camarades du groupe du réseau des référents pédagogiques qui sont là, qui sont à la table connectés. On a commencé la discussion et effectivement ça a commencé par des réflexions sur qu'est-ce que c'est la définition des compétences, qu'est-ce que c'est que la définition de ma réussite. Donc on ne veut pas se précipiter, on ne veut pas être dans l'opérationnel à tout prix, on veut être dans la réflexion collégiale, collective, pour que si on met tout ça en place, ça vienne du terrain. Et comme ça a été dit aujourd'hui, ça ne peut pas se faire d'ici. Je sais qu'on a une accréditation avec des projets à faire remonter d'ici la fin de l'année, donc c'est ultra court. On peut déjà manifester notre intention de passer progressivement à l'APC pour une rentrée 2025, puisque l'année prochaine on va développer les maquettes, mais soyons réalistes, il vaut mieux qu'on se fixe, là je parle aussi sous couvert d'Olivier Houdard, à qui on avait posé la question, il vaut mieux qu'on se fixe comme objectif le quinquennal. Alors il y a peut-être déjà des équipes qui sont prêtes, qui ont déjà bien avancé. Oui, Haïfa nous dit il y a 3 IUT à l'USPN voilà. qui sont tous passés Alors, au but, il y a de l'expérience à partager. Merci. Ça c'est sûr et certain, effectivement j'aurais dû le préciser, merci Haïfa. Lors de la demi-journée d'atelier, il y aura des retours d'expérience des collègues de l'IUT, c'est déjà prévu. Et bien entendu, si vous qui êtes connectés ou vous qui êtes dans la salle ou les salles, vous souhaitez participer, animer un groupe, participer même à nos réunions des référents, vous êtes absolument les bienvenus parce que l'idée c'est ça, c'est que ce soit la transversale là aussi. C'est-à-dire que puisqu'on veut passer à la concertation et à la compétence, il ne faut pas que ce soit vertical, que ça vienne d'en haut, que ce soit à marche forcée, etc. Bon. Et dernier point là-dessus, alors pour le coup, on n'a pas eu le temps d'en parler au-delà du service universitaire de pédagogie, dont vous avez ici présents les 2 représentants, Frédéric Pelletier qui vient d'arriver comme responsable et David Bernal qui est là depuis déjà 2 ans avec nous.
Et avec Dienaïba de l'Observatoire de la vie étudiante, ils sont en train de mettre au point aussi un questionnaire qui sera adressé à toutes les équipes pédagogiques, communauté enseignante plutôt, parce que c'est très orienté cours, pour faire remonter les besoins et les pratiques déjà existantes, pour qu'on puisse s'appuyer aussi sur, déjà rendre visible ce qui existe et s'appuyer là-dessus, afin de ne pas partir de rien ou de ne pas réinventer la production. On va essayer de mettre en commun nos questions, nos pratiques, etc. Et je redonne le micro à qui veut, d'ailleurs. Oui. Oui, merci beaucoup. Donc la question que vous me posez, je la répète pour les personnes qui sont encore connectées, c'est de savoir est-ce que ce dispositif il est déployable à l'échelle en fait, d'un grand amphi, sachant que on est encore dans un contexte où on nous enlève des heures, des moyens, alors qu'en fait il en faudrait plus. Alors, moi j'ai fait l'expérience inverse de ça. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus facile pour moi de le déployer en L2, en droit des obligations, un amphi de 250 étudiants plein à craquer. Et l'approche par les compétences, elle a posé des questions qui étaient toutes contre-intuitives, mais vraiment contre-intuitives. Donc concrètement, comment ça s'est passé? Moi, je voulais pas lire un PDF pendant 3 heures. Les étudiants, surtout dans une matière où il y a 17 ouvrages de droit des obligations qui sont parfaitement à jour et qui sont très très, très bien écrits, je ne voyais pas trop l'intérêt de rajouter ma version lue à moi, je ne voyais pas l'intérêt. Donc, je leur ai donné un ouvrage, on l'a divisé en plusieurs séries de pages, une pour chaque semaine. C'est de la pédagogie inversée en fait, donc ils lisent chez eux avant, et quand ils viennent, moi je les prépare aux travaux dirigés. Donc si par exemple leur prochaine séance de travaux dirigés, ils ont un commentaire d'arrêt et que c'est difficile pour eux d'en faire, je leur dis écoutez c'est simple, on va prendre ce texte-là qui va s'afficher à l'écran, qui est à propos de la séance qu'on a faite, et je vais le faire avec vous, un peu comme dans Top Chef quand il dit, il donne l'exercice au candidat à Top Chef, et puis le chef lui-même dit, voilà, par ailleurs, moi, comment j'ai fait le steak tartare revisité, je sais pas quoi. Et il le fait devant les gens. On le fait devant les étudiants, et là, eux, ils me posent des questions méthodologiques, et ensuite, ça leur prépare le TD, donc ils ont moins la boule au ventre quand ils arrivent en TD, ils ont vu le prof faire le geste, ils savent que ce geste est faisable, et ils ont lu les pages avant. Mais ce système n'est pas faisable si on garde le même volume horaire pour les étudiants. Donc, paradoxalement, ça veut dire que c'est contre-intuitif. Si tout le monde avait fait comme moi cette année-là, mais l'étudiant, il aurait implosé. Parce qu'il aurait 200 pages à lire avant chaque cours. Mais il ne pourrait pas. Il y a trop d'heures de cours, en fait. Mais ça, c'est contre-intuitif pour nous. Parce que comme on est sur un système de 192 heures pour un service, ça veut dire pour valider qu'on a été des bonnes personnes, on doit faire 192 heures équivalent TD, mais du coup, ça change complètement notre mentalité. On se dit, il nous faut plus d'heures, il nous faut moins d'heures. Moi, j'ai envie qu'on nous enlève ça. Et qu'on dise, on va regarder combien d'heures pour les étudiants. Voilà. Si ça se trouve, ils ont besoin que de 12 heures de cours par semaine, toutes matières confondues. Mais par contre, ils ont besoin de lire beaucoup. Et quand ils arrivent en cours, c'est pas pour écouter un PDF qui est lu, c'est pour préparer le travaux dirigé. Donc, je sais pas, ça va être chacun de voir, et c'est des discussions qui ne supportent pas le dogmatisme, donc il faut... Mais voilà, je désigne Christophe Dossi parce que, Christophe, désolé, je suis en train de t'interpeller comme ça, mais en fait, j'ai le souvenir qu'il y avait des heures que vous consacriez en master plutôt à la concertation et au suivi, et qui n'étaient pas forcément des heures face étudiant dans une configuration d'amphi. Bien ça, dans le service. C'est du bricolage oui, donc là c'est numérique. Du bricolage pour pouvoir intégrer ça en pratique. Donc nous, dans le cadre des projets, à l'Institut Galilée, en école d'ingénieur, mais pas que, aussi en licence, on a dans la maquette des heures de projet pour les étudiants, et on intègre dans le service des enseignants un volume horaire qui est comptabilisé en fonction du nombre de groupes que l'enseignant encadre, mais qui ne correspond pas nécessairement à du temps en présentiel face aux étudiants. Les étudiants travaillent en autonomie, typiquement ils ont une demi-journée par semaine en projet,
l'enseignant va passer un quart d'heure, une demi-heure, une heure de temps en temps pour accompagner les projets, mais c'est pas l'enseignant n'est pas présent pendant toute la séance. Et donc ça, on l'intègre au service sans difficulté. Donc c'est dans la maquette et voilà, enfin, c'est tout à fait possible. Et on pourra rediscuter des modalités, bien sûr. Oui. Merci beaucoup, Christophe. Il y avait d'autres questions. Bonjour. Alors, moi, j'avais une question qui n'appelle peut-être pas forcément une réponse, qui est une question ouverte, c'est est-ce qu'avec l'approche par compétences, on n'est pas face à une nouvelle mode, parce que la pédagogie est traversée par des modes. Je pense que, notamment, le système des classes inversées est quelque chose qu'on a vu fleurir. On nous a dit « Waouh, c'est super, ça marche ». En effet, ça marche, mais je pense qu'il y a autant de classes inversées qu'il y a de personnes dans cette salle, en tout cas de façons de faire des classes inversées. Et puis, justement, par rapport à ce qui avait été dit sur le travail qu'ils pourraient demander à nos étudiants chez eux, je pense que là, on est aussi face à une très forte hétérogénéité et ça boucle avec la question de la classe inversée parce que pour que la classe inversée marche, il y a du travail personnel qui est demandé en dehors du temps de présentiel face à l'enseignant. Et donc, voilà, quid aussi de cette question, parce que dans ce qui a été dit, j'ai retrouvé beaucoup dans la première partie sur retrouver du sens, et notamment dans l'enseignement professionnel. J'ai des enfants qui sont dans l'enseignement professionnel. Je pense que c'est ça qu'ils arrivent à redonner. Et paradoxalement, dans le professionnel, alors oui, il y a du temps en atelier, mais il n'y a pratiquement pas de devoir à la maison. Donc, tout est fait sur site, dans l'école, dans le lycée, et je pense que c'est aussi quelque chose dont on peut s'inspirer. Alors, c'est des réflexions, ça n'appelle pas forcément des réponses de votre part, mais je suis content d'ouvrir le débat avec les collègues. Voilà, merci. Merci à vous. Je vais donner le micro à Michel, qui a peut-être des réponses. La question de la mode de l'approche par compétences, je suis d'accord avec vous sur les modes pédagogiques. En même temps, c'est pas une mode nouvelle puisque ça fait quand même plus de 20 ans que ça existe dans certaines disciplines. Mais vous avez raison sur le fait qu'il ne faut pas appliquer les choses de manière gadget, comme s'approprier des outils, comme pendant la pandémie, on s'est dit ah ça y est, on va faire du numérique à tout va et mettre des quiz et tout ça. En fait, la deuxième partie de votre question ou de votre remarque répondait d'une certaine manière, puisqu'il s'agit de donner du sens, d'utiliser les outils, qu'on ne les subisse pas, mais qu'on se les approprie, si on le souhaite. Hein, il ne s'agit pas tout d'un coup de se dire ça y est, c'est la nouvelle panacée. Et s'il y a des équipes qui ne sont pas prêtes à ça, je crois qu'il ne faut vraiment pas leur imposer. C'est plutôt s'il y a effectivement des gens qui font déjà l'approche par compétence d'une certaine manière sans le savoir, ou du mode projet, et ben peut-être aller plus loin dans l'articulation, la mise en cohérence. Ensuite, sur ce qui est de donner ou pas des devoirs à la maison, alors là je suis totalement d'accord avec vous, puisque ça va vraiment dépendre des étudiants, et il y en a qui ont déjà cette disposition à travailler chez eux en autonomie ou pas. On l'a vu aussi pendant la pandémie, il y avait ceux pour qui c'était pas un problème de regarder des vidéos de façon asynchrone et puis de travailler tout seul, et d'autres qui doivent être très accompagnés et pour qui effectivement l'émulation, le rapport avec les camarades, le rapport avec l'enseignant est très très important, qu'on les pousse. Moi je dirais, mais c'est vrai, alors pour le coup c'est très personnel et c'est avec mon expérience à moi, il faut que nous les enseignants soient super impliqués et qu'on voit aussi quel est le profil de nos étudiants pour être dans la continuité et non pas je viens, je fais mon cours, je repars chez moi. Après moi j'ai pas, comme je suis enseignante du second degré détachée à l'université, j'ai 100% de service en enseignement. Enfin là actuellement j'ai une décharge pour la mission partielle, mais je suis pas dans la posture bicéphale de l'enseignant-chercheur qui doit consacrer la moitié de son temps à la recherche. C'est-à-dire que le suivi des étudiants, pour moi, ça fait partie de mon service. Et je sais que ça ne peut pas être demandé à tout le monde, d'où on revient à la problématique de l'horaire et du temps de concertation et du temps de suivi qui doit être chiffré, fléché. En fait, moi, je suis juste content que le débat soit lancé. Voilà. Je suis juste content qu'il y ait cette conversation collective qui puisse se mettre en place. On en a besoin et il peut que y avoir du bon qui va sortir de ça.
Voilà, moi je vous remercie de m'avoir permis de contribuer à ça et de m'avoir proposé de venir et à bientôt pour travailler ensemble. Eh ben, moi je dirais merci à Michel, merci à tous les participants de cet amphi, des amphis de Bobigny et Saint-Denis, des participants à distance. Il y a eu beaucoup de monde, là j'ai comptabilisé. Ici on devait être à peu près une cinquantaine, il y avait 60 personnes, plus de 60 personnes en ligne. 7-8 personnes à Bobigny, à Saint-Denis, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est un succès compte tenu du temps contraint et de tous les rebondissements. Donc vraiment, merci, bravo et à suivre en ligne et puis aussi en présentiel. Merci beaucoup. Voilà, et on peut se féliciter de